Voilà, donc je continue mon entrevue avec Cristina Marquez. Est-ce que vraiment, finalement, au bout du compte, ça vaut vraiment la peine de faire l'expérience de couple? Alors vous me dites qu'effectivement, l'autre, c'est le regard de la société un petit peu, c'est le miroir. Tout à fait. Alors, pour moi, ça a tout un sens de vivre des relations de couple, tout comme n'importe quelle relation. Parce que, à mon sens, la relation, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'apprendre à se connaître. L'autre est toujours mon miroir. Donc, tout ce que je vois chez l'autre existe en moi. Donc si vous n'avez pas l'autre, vous n'avez pas de miroir, c'est ça que vous êtes en train de dire quelque part. Je ne peux pas me connaître Voilà. par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc c'est grâce au miroir, au reflet que l'autre me renvoie, que je peux déterminer qui je suis et qui j'ai envie d'être. Mais l'autre, oui, mais attendez, alors, mais ça peut être par exemple une amie, non? Absolument. Ça peut être c'est pas forcément le partenaire. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est faut quand relations. même préciser ce point. Absolument, c'est dans toutes les relations. Alors moi, je traite en particulier les relations sentimentales, effectivement. Mais quand on est dépendant affectif dans les relations sentimentales, on l'est forcément dans les autres relations. Oui. Pourquoi je traite en particulier les relations sentimentales? Parce que j'ai observé qu'il est beaucoup plus facile de travailler et de devenir conscient de notre dépendance affective lorsqu'on travaille les relations sentimentales. D'accord. L'être en devient beaucoup plus conscient. Mais est-ce que cette notion d'exclusivité de la relation, c'est pas fondamental pour vous? L'exclusivité entre... Elle n'est pas fondamentale, mais je trouve que les résultats sont beaucoup plus rapides au niveau de la guérison. Et quand on guérit de la dépendance affective dans les relations sentimentales, ça a automatiquement un impact dans les autres relations. Oui. Moi, je vais vous dire, je vous donne mon exemple. Oui. Quand j'ai par exemple décidé de mettre un terme à une de mes relations toxiques, je l'ai fait dans la conscience et dans l'amour, sans que j'ai rien eu à faire. J'ai également mis un terme à une de mes relations professionnelles qui était toxique. Parallèlement, oui. En fait, j'ai rien eu à faire, c'est juste la vie qui s'est chargée de me transférer dans un autre local. Oui. Vous voyez? Et les personnes que j'ai attirées par la suite, donc mon supérieur hiérarchique, ce n'était plus du tout une personne toxique, simplement parce que moi, j'avais mis un terme à cette toxicité. Voilà, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être bien dans sa peau, croire en soi. En fait, il est nécessaire d'apprendre à s'aimer d'abord soi-même, effectivement, d'apprendre à s'accomplir, à remplir sa vie en étant d'abord seul pour... Donc en fait, devenir son meilleur ami, construire une relation saine avec soi-même pour pouvoir ensuite construire une relation saine avec l'autre. Oui, oui, mais à la limite, déjà... alors moi j'ai une théorie là-dessus qui fait que il y a des gens qui ont déjà une forme de relation avec eux-mêmes, qui fonctionnent sans avoir besoin du miroir de l'autre, parce que quelque part on peut aussi être le miroir de soi-même. Tout à fait, tout à fait. On peut définir effectivement, est-ce que dans telle circonstance, dans tel événement, ce que je suis en train de vivre représente vraiment ce que j'ai envie d'être ou pas. Et à partir de là, je décide de faire un nouveau choix ou pas. Si c'est une valeur qui me représente, que je suis conscient que ça m'apporte du bien, je n'ai pas besoin de changer. Par contre, si je constate que je ne suis pas heureux, que ce n'est pas, c'est pas la chose qui représente ce que je peux donner de mieux en ce qui me concerne, je vais faire un choix qui est conscient et je vais poser une action pour changer. Mais il y a peut-être un très très vieux déterminisme ancestral, atavique, qui fait qu'on cherche à former le couple quelque part. C'est peut-être une sorte d'instinct très ancien. La plupart des gens sont portés effectivement à aller vers la relation en espérant que l'autre nous donne, nous remplisse d'amour et on est persuadé que nous aussi on peut. Parce que la société a été conditionnée de telle manière qu'elle croit qu'elle est responsable du bonheur de l'autre et que l'autre il est responsable de mon bonheur. Et selon moi, ça fait partie de la toxicité. En fait, c'est mettre un poids sur les épaules de l'autre et vice-versa. Et c'est ne pas respecter l'espace de l'autre et je permets à l'autre en fait de rentrer dans mon espace. Donc là, il n'y a plus de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas des moments, moi c'est une théorie que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a plus besoin des autres que d'autres moments, par exemple? Oui, bien sûr, il y a des moments, effectivement, mais là encore, la question se pose, quand j'ai besoin de l'autre, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Pourquoi est-ce que je cherche à combler ce vide à travers l'autre? Toujours, ça revient toujours à soi-même. Oui, alors la question du pourquoi à certains moments on est plus vite qu'à d'autres moments, ça obéit à des cycles, enfin c'est peut-être un autre sujet, mais il y a peut-être des raisons qui sont
qui sont liées au cycle de vie, au cycle de l'humanité. Enfin bon, c'est vrai que cette question du vide, on n'est pas constamment dans la plénitude de soi-même, effectivement. Selon moi, selon mes observations et mon expérience, quand je suis dans ces phases-là, ça me renvoie toujours à des blessures que j'ai vécues dans mon enfance. Le vide a été construit à partir de ce moment-là, la blessure a été activée à ce moment-là. Et si je deviens consciente de la sensation désagréable que je suis en train de vivre dans le moment présent, que je me permets de la vivre de manière consciente et de la vivre intensément, j'arrive toujours à faire le lien avec la partie de mon enfance où j'ai déjà eu cette souffrance. Pour moi, c'est toujours un schéma qui se répète. Alors écoutez, oui, mais par exemple, bon, là on est en automne, en hiver bientôt, il faut pas, c'est un cycle, hein, c'est pas la peine de chercher je sais quelle explication. Je veux dire, il y a un fait qu'à un moment donné, il faut se recharger ses batteries, que c'est un moment d'hibernation, c'est pas forcément obligé de le situer dans une perspective psychanalytique ou traumatisante. Il y a des moments de vide qui sont tout simplement des moments de vacances énergétiques. Oui, tout à fait, il faut simplement les accepter. Alors, changeons un peu de sujet, ou pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous guérir ces blessures affectives? Il y a des méthodes pour guérir ces blessures affectives? Oui, pour moi, la méthode que j'emploie, c'est la prise de conscience. Oui. C'est-à-dire, il y a en chaque être humain, chaque adulte, il y a un petit enfant qui souffre. Et pour moi, voilà, c'est tenir compte de ce petit enfant dans la blessure, dans la sensation désagréable que je suis en train de vivre en tant qu'adulte. Si je fais le lien avec le petit enfant en moi qui a souffert et au moment où la blessure a été activée, je parviens en fait à guérir cet enfant. Parce que je vais lui donner le droit d'exprimer la douleur qu'il a ressentie quand il était enfant et qu'il ne s'est pas autorisé à vivre. En fait. C'est comme ça que je cicatrise, que je guéris et que je vais penser mes blessures. Oui. Est-ce que comment vit-on une rupture alors? Est-ce qu'une rupture il faut l'accepter ou est-ce qu'il faut la remettre en question ou est-ce qu'il faut chercher de retrouver la relation? Est-ce que vous êtes parmi des gens qui disent bon la rupture elle est là une fois pour toutes ou bien est-ce que c'est un moment à passer, un moment à vide et qui peut reprendre? Quelle est votre sensibilité là-dessus? Pour moi la rupture aujourd'hui telle que je la vois aujourd'hui, c'est simplement, effectivement, le meilleur moyen de la vivre dans l'harmonie, c'est de l'accepter, même si je ne comprends pas. Alors, ça dépend. En général, je la vis plutôt mal quand c'est l'autre qui a pris la décision. Oui. Quand c'est moi qui ai pris la décision, c'est parce que, effectivement, je sais que je vais vers quelque chose de mieux et que... Enfin, on peut culpabiliser aussi. Oui, ça peut arriver aussi. Mais la rupture a toujours un sens, selon moi, que l'autre, en fait, il ne fait plus partie de mon cheminement. Oui. Dans le sens où moi, je pense que l'autre, je l'utilise entre guillemets pour apprendre à me connaître et apprendre à évoluer. Voilà. Donc pour moi, quand la relation se termine, c'est que l'autre a à suivre son chemin et moi j'ai à suivre le mien. Donc c'est pas la peine d'insister. Non, en tout cas non. Le but c'est de ne pas insister parce que sinon je suis en train de me rendre malade, de perdre mon énergie et je ne tourne pas la page. Donc, mais faut-il tourner la page? Enfin, effectivement. Tout est temporaire dans la vie. C'est parce que la rupture vient d'avoir lieu, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas censées se retrouver à un moment donné plus tard. Oui. Ça peut arriver. Vous connaissez la chanson Plaisir d'amour ne dure qu'un instant, chagrin d'amour dure toujours. Effectivement, le chagrin, ça fait partie de l'expérience de l'amour, le chagrin. Oui, tout à fait. Mais suivant justement la perception qu'on donne à ces énoncés-là, à ces affirmations-là, c'est réellement ce qui se produit. En fait, une affirmation, elle est accompagnée d'une vibration. Donc si au moment où je suis en train d'énoncer quelque chose, je ressens une sensation désagréable avec ce que je suis en train de dire, donc l'amour c'est le chagrin, c'est ce que je vais reproduire dans ma réalité, c'est ce qui va se passer. Si je crois vraiment que amour égale chagrin, quand je vais rentrer dans des relations où je vais vivre vraiment du chagrin. Tout ce que j'énonce est une réalité, ça se produit dans ma réalité. Oui. Tout ce que je pense devient ma réalité. Mais il paraît que je crois que c'est vous qui disiez tout à l'heure, c'est souvent les femmes qui prennent l'initiative de la rupture, je ne sais pas, vous avez dit ça? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'en général, c'est les femmes, parce que l'homme, il a été conditionné de telle manière qu'il ne veut pas blesser la femme. Et souvent, on l'accuse d'être un goujat quand
dans le comportement qu'il a. Donc il a été conditionné à croire qu'il est responsable du bonheur de la femme. Et du coup, il n'arrive pas à se positionner dans la rupture parce qu'il ne veut justement pas blesser la femme. Mais la plupart des femmes ne le savent pas ça. Elles ne le voient pas comme ça. Elles le voient dans le sens où elles sont persuadées que l'autre veut la blesser intentionnellement. D'accord. Donc vous croyez toujours au couple, vous, Bien sûr, Christina? je crois au couple dans le sens où j'utilise la relation pour apprendre à me connaître à travers l'autre et pour vivre l'amour véritable, c'est-à-dire pour moi l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est celui dans lequel j'accepte l'autre tel qu'il est. J'accepte de donner la liberté nécessaire à l'autre, c'est-à-dire j'accepte de le laisser vivre ce qu'il a envie de vivre dans sa vie. Je ne le laisse pas empiéter dans mon espace, tout comme je n'empiète pas dans son espace. J'ai d'abord appris à me construire une vie heureuse pour pouvoir ensuite la partager avec l'autre. Mais est-ce que vous avez, à part les explications que vous avez, est-ce que vous avez une façon de décrire la psychologie masculine et la psychologie féminine? Pas seulement par rapport au couple, mais dans leur mode de fonctionnement. Est-ce que l'homme et la femme, pour vous, vous arrivez à les décrire comme étant des gens qui ont des modes de fonctionnement différents? Oui, tout à fait. Bien sûr qu'on a des modes de fonctionnement Et différents. est-ce que vous avez quelques idées là-dessus? Vous avez aussi des hommes qui sont du genre à avoir le même comportement où ils s'accrochent à sa partenaire, tout comme la femme, ça existe. Mais selon mon observation, ils sont moins nombreux. Non, mais ma question, c'était en dehors de la question du partenaire, Oui. dans la façon de vivre les choses, de comprendre le monde, est-ce qu'il y a des différences? Parce Moi, que je ressens effectivement des différences, mais je ressens également une synchronicité. C'est-à-dire que le couple qui s'attire quand il y a de la dépendance affective, ce qui est semblable chez eux, c'est la vibration du manque. Et c'est pour ça qu'ils vont s'attirer et qu'ils vont vivre en fait une relation de codépendance. Oui, j'ai bien compris. Alors, en général, la femme est dépendante affective, c'est-à-dire elle s'accroche à l'autre, mais l'homme, il est dépendant de la dépendance affective. Oui, non, mais de la femme. justement, je voulais qu'on dépasse ce plan-là pour étudier tout simplement comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, pas forcément par rapport à l'un par rapport à l'autre. Alors je ne suis pas un homme, je ne peux pas effectivement comprendre complètement comment fonctionne un homme. J'ai appris à décrypter et vraiment à observer comment fonctionne l'homme dans la relation Oui, c'est ça. de codépendance. Voilà, mais pas en Voilà. tant que tel. Bah non, je ne suis pas à la place d'un homme. Oui, mais enfin, il y a peut-être des choses Donc, on je peut ne lire, il y a peux peut-être des gens qui ont écrit des choses intelligentes sur ce sujet, je ne sais pas. Effectivement, et je pense qu'ils sont beaucoup plus adaptés à répondre à cette question. Donc vous, c'est réellement votre clé pour accéder à ces questions-là, c'est le comportement par rapport au couple. Tout à fait, tout à fait. Et je suis vraiment spécialisée dans la dépendance affective chez la femme. Même si j'attire des clients qui sont des hommes, effectivement, qui vivent ce genre de comportement. Alors donc une C'est moins nombreux. dépendance affective, donc qu'est-ce que vous ayez, comment, pour terminer, comment procédez-vous pour que la personne, la femme, prenne conscience des mécanismes de la dépendance affective Alors en général, quand on vient me voir, on est déjà conscient qu'on est dépendant affectif. Les différentes caractéristiques de la femme dépendante affective, c'est le genre de femme en fait qui a besoin absolument du partenaire pour ressentir un semblant de bien-être, de bonheur qui n'est qu'illusoire. Elle a besoin d'être en permanence rassurée par l'autre. Elle a besoin de recevoir des coups de fil de l'autre, des SMS. des preuves de confiance. Mais alors donc finalement, quand ça n'est pas le cas, elle arrête, c'est ça? Ah non, elle n'arrête pas. Au contraire, elle s'accroche parce que très rapidement, dès qu'elle en est à ce stade-là, elle commence à se sentir dans l'insécurité, dans la peur d'être abandonnée. Cette peur d'être abandonnée, elle l'a nourrie depuis son enfance parce que c'est cette blessure qui a été éveillée avec le papa. Mais vous dites qu'à un moment donné, quand même, ou alors j'ai mal retenu, à un moment donné, elle va arrêter la relation, elle va mettre fin à la relation. Ça peut arriver, mais en fait, avant d'en arriver là, la relation va durer très longtemps. Parce que ni l'un ni l'autre se positionnent. L'un et l'autre attendent que l'autre change, en fait. D'accord, donc ça peut continuer, ça peut durer longtemps. Ben oui. Je peux vous répondre à toutes vos questions, mais Non, vous non, n'obtenez mais- pas forcément les réponses que vous voulez.